Dans cet épisode, je vais aborder les expériences qui ont permis de découvrir, de manière fortuite pour la plupart, l'existence de ces lumières invisibles qui constituent ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Par ordre chronologique de découverte, ce spectre est constitué des infrarouges, des ultraviolets, des ondes radio dans lesquelles on peut inclure les micro-ondes, les rayons X et les rayons gamma. La lumière visible, c'est-à-dire ce que nos yeux peuvent percevoir, n'étant qu'une petite partie de cet ensemble plus vaste. Pour commencer, rappelons juste que c'est Isaac Newton, au XVIIe siècle, qui réalise l'expérience prouvant que les lumières colorées qu'on obtient avec un prisme, un réseau ou dans un arc-en-ciel avec une goutte d'eau, proviennent de la lumière blanche elle-même et que le prisme, le réseau ou les gouttes d'eau ne font que la décomposer. Pour cela, il place un cache muni d'une fente et ne sélectionne qu'une seule lumière colorée et voit qu'il n'y a pas d'autres couleurs qui apparaissent après le passage dans un deuxième prisme. Cette expérience invalide l'autre hypothèse proposée par les scientifiques de son époque, qui voulaient que les couleurs proviennent du support, donc du prisme lui-même, ce qui aurait impliqué l'apparition d'autres couleurs après la traversée du deuxième prisme, mais ce n'est pas ce qu'on observait. Newton venait donc de prouver que la lumière blanche est constituée de toutes les lumières colorées. On peut la recréer en mélangeant ces couleurs, cependant 3 couleurs suffisent, c'est le principe des écrans, un pixel étant constitué de 3 couleurs, rouge, vert et bleu, et en jouant avec l'intensité de ces 3 couleurs, on peut recréer toutes les lumières colorées. On obtient du blanc quand elles sont au maximum. Je mets en description cette vidéo des Slow Mo Guys. La première lumière invisible va être découverte en 1800 par William Herschel, qui voulait savoir quelle lumière colorée provenant du Soleil était la plus chaude. Il place donc des thermomètres qu'il peint en noir pour qu'ils absorbent plus de lumière, et en place dans chaque lumière colorée du spectre obtenu à partir de la lumière du Soleil. Par souci de contrôle, il en place un à côté de l'expérience pour connaître la température ambiante, et un de part et d'autre du spectre visible. Le résultat tombe, le thermomètre qui affiche la plus grande température est celui juste après le rouge, où aucune lumière n'est visible pour l'œil humain. Il venait de découvrir les infrarouges. Une LED infrarouge émettant des infrarouges plus proches du visible est souvent utilisé pour les télécommandes et le capteur d'une caméra y est sensible et la transforme en lumière visible sur l'écran. Essayez de faire la même chose avec une télécommande chez vous, vous verrez que votre œil ne capte pas cette lumière provenant de la LED. 2 ans après Herschel, en 1802, Johann Ritter va découvrir les ultraviolets d'une manière analogue en étudiant les sels d'argent qui ont la particularité de noircir à la lumière. Ici, c'est du chlorure d'argent. Le noircissement des sels d'argent à la lumière sera à la base de la photographie qu'on appellera rétrospectivement photographie argentique après l'apparition des capteurs numériques. Ritter va se demander quelle lumière colorée noircit le mieux les sels d'argent. Comme Herschel, il va en placer au-delà du rouge et au-delà du violet, et s'apercevoir que c'est au-delà du violet, cette fois, que les sels d'argent noircissent le plus, où là encore, on ne voit pas de lumière. Il venait de découvrir les ultraviolets. Les photons ultraviolets sont suffisamment énergétiques pour casser des liaisons chimiques dans les cristaux de sel d'argent qui sont blancs pour former de l'argent métallique, qui est gris. On l'a vu avec leur découverte et leur utilisation en photo. Mais ils sont aussi capables de casser des liaisons chimiques de molécules du vivant comme des protéines. D'où l'importance de la couche d'ozone qui absorbe une bonne partie des ultraviolets du soleil et l'importance des crèmes solaires pour s'en protéger. Je mets en description un lien vers cette vidéo de Veritasium sur le sujet. C'est ensuite au milieu du 19e siècle que vont être découvertes les ondes radio, et ce sont les seules ondes électromagnétiques qui ont été prédites et recherchées et non découvertes par hasard. Tout commence en 1820 lorsque Hans Ørsted découvre qu'un fil dans lequel un courant électrique continu circule déplace l'aiguille d'une boussole placée à proximité. Le lien entre électricité et magnétisme est alors mis à jour avec cette simple expérience. A l'inverse, si on agite un aimant près d'une bobine de fil, une tension électrique est créée. Ce phénomène est à la base de la production électrique dans nos centrales. Les expériences et les avancées techniques sur ce lien électricité et magnétisme se multiplient, conduisant à la découverte du télégraphe, l'ancêtre du téléphone, et de l'alternateur qui est à l'origine de notre production électrique. Mais c'est James Maxwell qui va poser un cadre théorique et un formalisme mathématique à cette relation entre l'électricité et le magnétisme en 1865. C'est la théorie de l'électromagnétisme.
Cette théorie suggère que la lumière visible, ainsi que les infrarouges et les ultraviolets, font partie des ondes électromagnétiques. De plus, la théorie prédit que des courants électriques alternatifs, que je représente avec mon curseur qui change de sens de circulation périodiquement, conduit à l'émission d'ondes électromagnétiques. Ces ondes peuvent à leur tour induire un courant électrique alternatif dans un circuit récepteur. En 1888, Heinrich Hertz publie le compte-rendu des expériences qui l'ont mené à la découverte de ces ondes électromagnétiques prédites par Maxwell. Voici son montage. Il place dans son laboratoire un générateur de courant alternatif qui produit une étincelle et fabrique le récepteur avec un anneau métallique qu'il ne referme pas afin de voir une petite étincelle lorsque le courant électrique, induit par le passage de l'onde électromagnétique, circulera. Il va passer des mois dans le noir à détecter cette infime étincelle, il s'aidera d'une lentille grossissante, et les détecte et montre que ces ondes ont le comportement prédit par Maxwell. Ces ondes, appelées ondes radio ou ondes hertziennes, vont devenir très importantes dans les télécommunications. Le radar, le Wi-Fi, le Bluetooth et même les ondes émises par les téléphones portables font partie de ces ondes radio. La découverte des rayons X à la toute fin du XIXe siècle est une découverte liée à celle des électrons, un des constituants des atomes. Les scientifiques travaillaient sur les rayons cathodiques en générant un courant électrique entre des plaques métalliques situées dans un tube en verre contenant un gaz à très faible pression. Ces rayons cathodiques s'avéreront être des électrons et Wilhelm Röntgen s'aperçut en 1895 que le verre frappé par ces électrons émettait des rayons qu'il allait appeler les rayons X. Il montra leur présence en plaçant une plaque photographique sur leur chemin, plaque photographique recouverte d'un papier noir afin que la lumière de son laboratoire ne les impressionne pas. Pourtant, les plaques photographiques furent impressionnées par ces nouveaux rayons qui étaient donc capables de traverser le papier. En faisant de nombreuses expériences, il put montrer que la capacité des rayons X à traverser la matière dépendait de l'épaisseur de la substance traversée, mais aussi de sa densité. Il demanda alors à sa femme de mettre sa main entre le tube cathodique émetteur de rayons X et la plaque photographique. La radiographie était née et allait révolutionner l'imagerie médicale. Dans le laboratoire de physique, les rayons X apportèrent une preuve supplémentaire de l'existence des atomes et révolutionna la cristallographie en 1912 en permettant de savoir comment les atomes étaient agencés dans les cristaux. Les rayons X permirent également de déterminer quelques années plus tard le nombre de protons et d'électrons présents dans chaque atome. Pour finir, c'est en 1900 que les rayons gamma vont être découvertes par Paul Villard. Cette découverte est liée à la radioactivité. Lors de cette radioactivité, l'émission de différents rayons par des éléments comme l'uranium ou le radium avait rapidement été mis en évidence. Les rayons alpha s'avéreront être des noyaux d'hélium et les rayons bêta s'avéreront être des électrons. Villard, travaillant sur ces rayons alpha et bêta émis par le radium, les faisant dévier et réfléchir à l'aide de champs magnétiques et électriques, découvrait qu'un troisième type de rayon n'était pas dévié contrairement aux deux autres. Et ces troisièmes rayons étaient beaucoup plus pénétrants, capables de traverser des lames métalliques. Ça n'étaient donc pas des corpuscules chargés électriquement comme les rayons alpha et bêta, puisqu'ils auraient été déviés par les champs électriques ou magnétiques. C'étaient donc des ondes électromagnétiques. Comme les rayons X, il montra leur présence grâce à des plaques photographiques qui étaient impressionnées, bien qu'elles étaient recouvertes d'un papier noir opaque à la lumière visible. Il appela ces rayons les rayons X du radium, ils seront bientôt rebaptisés les rayons gamma. Pour résumer, les infrarouges ont été découverts grâce à leur capacité à donner de l'énergie thermique, de la chaleur, puisqu'ils agitent les molécules. Les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma ont été découverts grâce à leur capacité à faire noircir les plaques photographiques. En effet, ces rayonnements sont suffisamment énergétiques pour casser des liaisons chimiques. Enfin, les ondes radio ont été découvertes grâce à leur capacité à induire un courant électrique à distance, ce qui est à la base de la révolution des télécommunications.